Agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intent. La technologie n'est pas le seul front de la guerre entre pouvoir et sans pouvoir, mais le front principal. C'est-à-dire que l'accélération technologique accroît toujours plus vite les forces du pouvoir face au sans-pouvoir, et que cette inégalité croissante dans le rapport des forces se reporte aussitôt sur tous les autres fronts. Nous parlons de la guerre, ouverte ou larvée, comme de l'état ordinaire des rapports entre pouvoir et sans-pouvoir. La guerre, par force ou par ruse, est le bâton, le gouvernail au moyen duquel le pouvoir pilote et dirige le troupeau des sans-pouvoir. La guerre, dit l'un des plus fameux stratèges, est donc un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Pour ne rien dire et se taire et cacher Dans la le magazine de cette semaine, minutes. vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Eh ben, moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre. Mais... Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de
France et d'ailleurs soit pendu haut et court et ait des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. J'ai simplement des témoignages. J'ai des témoignages, un des membres du cabinet et au plus haut niveau, et puis des autorités de l'État au plus haut niveau. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Pour vous, Yves Bertrand, où on revient sur cette affaire, c'est Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit, dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand, réalité, fantasme, vérité, auquel cas il faut le dire au grand jour aujourd'hui. On revient sur cette affaire, c'est Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit, dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand, réalité, fantasme, vérité, auquel cas il faut le dire au grand jour aujourd'hui si la République a en son sein un ministre pédophile. Attendez, je vais quand même vous répondre là sur ça. C'est un sujet presque d'ordre sociétal. Je n'ai jamais attaqué l'homosexualité. Par contre, je trouve qu'un pédophile, un vrai pédophile, c'est-à-dire quelqu'un qui a des relations sexuelles avec des mineurs, et plus le mineur est jeune, et plus c'est grave, à mon avis. Il est du devoir de tout citoyen, ou de tout, en tout cas responsable de l'ordre, de dénoncer les faits. Voilà. Alors, et il y en avait un ou pas, Yves Bertrand? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait votre devoir à ce moment. Si on fait le pourcentage de pédophiles, ça il faudrait demander aux médecins psychiatres. Non, c'est... Ils ne peuvent pas répondre à leur place. Non, mais ne bottez pas en touche. Si vous aviez des fiches sur un ministre qui avait effectivement des relations avec des mineurs, vous n'avez pas fait votre boulot de police avec un grand P, comme vous le disiez il y a une minute. Pourquoi vous me dites ça? Je dis, si vous aviez la preuve d'avoir qu'il y avait au sein de la République un ministre qui avait des relations avec un mineur, ça tombe sous le coup de la loi, et ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot de policier en le dénonçant. Madame, monsieur, bonsoir. Que vaut la parole d'un enfant face au système judiciaire français? Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. Ce qu'ils ont vécu ensuite ressemble cette fois à un déni de souffrance. Pourquoi la justice ne les a-t-elle pas entendus, en tout cas pas comme ils l'auraient souhaité? Comment la police a-t-elle mené son enquête? Je suis d'accord pour que l'on passe à la télévision mon témoignage et celui de mon frère, mais à visage caché afin que je ne sois pas gênée par rapport à mes copines et copains. Je trouve que le viol des enfants doit être reconnu. Je veux que les gens sachent que ça existe. Marie, c'est ainsi que nous l'avons nommée, a écrit cette lettre de sa propre volonté. Marie et son frère, que nous appellerons Pierre, affirment que leur père et d'autres adultes les auraient violés et terrorisés au cours de cérémonies étranges. Leur histoire, Pierre et Marie l'ont déjà racontée une vingtaine de fois aux policiers et aux juges. C'est donc un récit maintes fois répété, construit et riche en détails que les enfants nous ont livré. Pour recueillir le témoignage du petit Pierre et de sa sœur, nous les avons rencontrés une quinzaine de fois en un an. Des deux enfants, c'est surtout l'aînée, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris, dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient. Ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. Puis ils nous attachaient aussi sur des tables et puis ils nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. Et est-ce qu'ils vous faisaient réellement du mal? Est-ce qu'ils vous donnaient des coups? Oui. Oui, ils voulaient nous frapper. Qu'est-ce que tu nous as décidé?
crois, comme c'est mon cas dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Le 15 mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée. Le nouveau président propose à Emmanuel Macron de devenir son secrétaire général adjoint en charge du pôle économie et finances. Emmanuel Macron, il a été mon conseiller, même avant que je ne devienne président de la République. Puis ensuite, quand j'ai été élu par les Français. Ils m'ont violée. Ils t'ont violé? C'est quoi violer, toi? J'ai touché le zizi, je l'avais fermé. Mais j'avais 6 ans, je comprenais pas encore ce qu'il disait. Tout ce qui est imaginable sera réalisé. On préconisait l'utilisation de ces techniques modernes de carte à puce, d'identification et donc de biométrie dès le plus jeune âge, donc dès l'école maternelle. Alors ça a fait hurler, je dirais, quelques personnes en disant mais c'est scandaleux, mais pourquoi vous mettez ça dès l'école maternelle, c'est de l'embrigadement, etc. Les gens qui sont là ont été prévenus il y a plus de 3 ans de ce qui allait se passer pour eux. Et Hollande, il savait pertinemment qu'il avait une plainte. Quand il a fait campagne, il savait qu'il y avait une plainte contre lui pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans. Alors vous aviez évoqué un ministre pédophile, monsieur Bertrand, la question directe de Frédéric, vrai ou pas? Je parlais de la pédophilie, autant, alors là je le dis de façon très je trouve que la pédophilie est quelque chose de scandaleux, puisque aujourd'hui, quand on nous a accusés dans les années, c'est très vieux, de suivre la fameuse librairie Autre Culture où le pasteur Doucet avait été retrouvé enterré, etc. Bon, on a dit c'est les RG qui ont fait le coup. En fait, c'était un inspecteur des renseignements généraux de la préfecture de police. Moi, j'étais directeur central adjoint à l'époque. Autant les mœurs sexuelles des uns et des autres n'ont rien à voir, sauf la pédophilie. D'accord. Que je trouve. Cette information que vous avez, elle en devient quoi cette information? Parce que c'est un crime la pédophilie. Donc, bon, il y a eu des informations ou des ragots, mais peut-être des informations sur la pédophilie supposée d'un ministre de la République. Mais elle devient quoi cette information? Moi, vous avez ça entre vos mains. Si vous êtes face à un crime, donc il faut dénoncer un crime. Alors vous êtes complice. Non, mais je ne suis pas complice parce que j'ai dû. Ça c'est très vieux, hein, ça remonte. Ça doit remonter aux années 80. 80, voilà, c'est ça. Donc évidemment, j'en ai fait une relation verbale. Oui, c'est ça. Oui, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Comment l'expliquez-vous? Oui, s'il était vraiment pédophile. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non. Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations? Non, mais je dois vous dire que cette information ne m'avait pas été fournie par n'importe qui. Donc elle a été fondée. Et sauf qu'ils n'étaient pas saisis du dossier, les deux magistrats en question, qui m'avaient parlé de ça. Et deux magistrats qui vous parlent de ça, vous êtes obligés de la rendre compte. Mais c'était à eux à faire le... Puis ils n'étaient pas saisis de l'affaire. D'accord. Donc on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas moi, c'est pas vous. On a étouffé l'affaire d'un ministre coupable de crimes pédophiles au sein de la République. Oui, enfin de crimes de pédophilie, je sais pas. La pédophilie est un crime. C'est un crime, oui. Bah voilà, Frédéric, réponse à votre question. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Verdun. Le 23 mars 2012, j'ai porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du parquet de Paris contre Jack Lang, Pierre Moscovici et leurs amis pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans, à savoir ma fille, donc Laurine, 4 ans au moment des faits, est décédée d'une infection à la suite de ces viols. Le 23 mars 2013, donc un juge d'instruction a été saisi de cette affaire et a ouvert l'instruction du dossier. J'informe aussi que tous les médias depuis donc le 23 mars 2012 ont été prévenus de cette affaire, ainsi que les personnes donc concernées dans le dossier, mais qu'à ce jour, rien n'a été relaté, sauf sur Internet, où mon histoire a beaucoup été relayée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous vous parlons du Pancraticone.
du techno-totalitarisme, de l'incarcération de l'homme-machine dans le monde-machine. Nous vous parlons de la société de contrainte par possession technologique. Par possession, on entend les gouvernent une puissance technologique, neuroélectronique par exemple, qui les prive de la libre disposition de leurs pensées et de leurs actes, et en fait l'instrument de sa volonté. En termes de gouvernance pour le pouvoir, une population de cyborgs, d'organismes pilotés, d'hommes bioniques, bioélectroniques, d'hommes machines enfin, est insurpassable. Icône du techno-totalitarisme, de l'incarcération de l'homme-machine dans le monde-machine. Nous vous parlons de la société de contrainte par possession technologique. Par possession, on entend les gouvernent une puissance technologique, neuroélectronique par exemple, qui les prive de la libre disposition de leurs pensées et de leurs actes, et en fait l'instrument de sa volonté. En termes de gouvernance pour le pouvoir, une population de cyborgs, d'organismes pilotés, d'hommes bioniques, bioélectroniques, d'hommes machines enfin, est insurpassable. C'est à cela que servent les RFID, quel que soit le nom qu'on leur donne. Nous vous parlons de la cyberpolice, de la neuropolice, de la police totale, d'un dispositif permettant au pouvoir de contraindre les sans-pouvoir à exécuter ses volontés, tels des marionnettes, un robot, un individu sous hypnose. On voit que la technologie est la continuation de la police, du pouvoir politique par d'autres moyens, et que cybernétique et neurotechnologie couronnent ce rationalisme policier qui prétend faire de nous des insectes sociaux et de l'humanité une fourmilière machine. Au niveau général, surplombant, les RFID rendent possible le projet de pilotage planétaire du monde-machine vendu par IBM au pouvoir. Pas un être, pas un homme, un objet, un arbre, pas un animal sans son matricule et sa puce incorporée. Toutes ces choses, même confusément, vous les connaissez. Et vous les connaissez pour vrai, même si vous ne voulez pas les connaître. Ce qui nous manque, c'est le courage d'admettre ce qui nous arrive et de nous y opposer radicalement. C'est-à-dire jusqu'à l'abolition de tout moyen d'identification des individus par le pouvoir. Apparemment, cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. On se trouve en plein dans un vol à hauteur de billions par la mafia financière dirigée par la Banque Centrale Européenne, qui à grande échelle des papiers sans valeur, de façon à ce que la Suisse fuit l'euro avec effroi. Et ainsi entraîne tout le navire à chavirer. Et ça, on doit bien sûr absolument le détourner. On ne peut pas laisser les gens venir à l'idée de vouloir tout d'un coup attaquer à la mafia financière. Ce serait vraiment déplacé. C'est pour cela qu'on a besoin d'une attaque terroriste. Bob McIlven est en colère. Sur les lieux des attentats, le voilà fustigeant son pays, qui, dit-il, n'a pas répondu à ses questions sur les circonstances du décès de son fils. D'après lui, il est mort dans le lobby de la tour numéro 1 avant qu'elle ne s'effondre, mais son corps porte des impacts d'explosion. Quand vous vous rendez au travail, votre visage explose, votre poitrine et vos bras sont désintégrés. Je pense que ça mérite une enquête. Luminous evidence of explosions. Here's one of the guys who can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? You heard explosion. Like, boom! We just heard one more explosion. That's about the fourth one we've heard. Craig Bartmer was a policeman who was near Building 7 as it started to come down. It was nothing I would ever imagine in my life. And the thing started peeling in on itself, and I mean, there was an umbrella of crap 7 feet over my head that I just stared at. And somebody grabbed my shoulder and I started running, and the shit's hitting the ground behind me. And the whole time you're hearing boom, 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 boom. 70% of the questions. Ils n'ont pas répondu à 70% de nos questions à nous, les familles. Nos enfants ont bien été assassinés. Il faut donc une enquête. Je pense vraiment qu'on peut nous cacher des choses. Je me suis procuré le kit de jeu de cartes Illuminati dont on peut voir la date de début et la date de fin. Donc 1994 et 1995. Donc le livret de jeu. Et donc
été à l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes, et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était
On était en dessous de la réalité. En deçà. C'est une attaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. I was introduced to the late Dr. Werner von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space because there is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over. And the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. Pardon me, I don't mean to interrupt you, but doesn't this make sense? I mean, if in fact there are extraterrestrials and they're buzzing our planet, why wouldn't we want to take steps to defend ourselves from them should they turn hostile? As a military strategist, as a person who worked on the MX missile, which I did later, he said, you will find that there is going to be a spin to find some enemy against whom we have to build space-based weapons. And now we should expect the spin, because he said part of the formula for the intelligence community is if they might have a weapon, then we have to consider that they do have these weapons. So now they do have these weapons, so now we have to build these weapon systems. And that's the formula, except that it's all based on a lie. Anytime the government has secrets that they can keep from us, they can manipulate us by those secrets. In essence, they still remain 25 years at least ahead of us in technology, information, and knowledge, and secrets, and they are using them against us. I heard over the years many times over that the plan to usher in the New World Order would be to make all the people in this country and around the world feel totally helpless to prevent the New World Order from occurring, this world dominance plan, by saying that we had been invaded by aliens, so that we would say, oh please UN, come in and help us all. So bear in mind that there is a planned orchestration to get people to be submissive through the secret technology and information that they're keeping from you under the blanket of a so-called National Security Act that's threatening the security of our nation. You're being programmed since the second you're born in front of a television set, movies and everything else to get totally different. So all you're doing is being programmed to stay in the physical dimension. I mean, the final conflict that these guys have to set up in motion, when we get through reducing the world's population, then they're going to have this organized group. I mean, the New World Order is a socialist dictatorship, just so you know. And what happens is that they're going to supposedly get the army to fight the common enemy from space, and that's the ETs. Mm-hmm. Yes. And that's what the final conflicts are going to be all about. I mean, you go right down by some of the movies that way. Wake up, guys. You're in a huge play. You know, it's like William Shakespeare said, the whole world's the stage and we're just the players on this thing, which is actually correct. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing... La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. À partir de là, il n'y a pas d'autres conditions à poser, pas d'autres mécanismes à imaginer. The late Dr. Werner von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space because there is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians.
There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over. And the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. Pardon me, I don't mean to interrupt you, but doesn't this make sense? I mean, if in fact there are extraterrestrials and they're buzzing our planet, why wouldn't we want to take steps to defend ourselves from them should they turn hostile? As a military strategist, as a person who worked on the MX missile, which I did later, he said you will find that there is going to be a spin to find some enemy against whom we have to build space-based weapons. And now we should expect the spin, because he said part of the formula for the intelligence community is if they might have a weapon, then we have to consider that they do have these weapons. So now they do have these weapons, so now we have to build these weapon systems. And that's the formula, except that it's all based on a lie. Anytime the government has secrets that they can keep from us, they can manipulate us by those secrets. In essence, they still remain 25 years at least ahead of us in technology, information, and knowledge, and secrets, and they are using them against us. I heard over the years many times over that the plan to usher in the New World Order would be to make all the people in this country and around the world feel totally helpless to prevent the New World Order from occurring, this world dominance plan, by saying that we had been invaded by aliens. So we would say, oh, please, UN, come in and help us all. So bear in mind that there is a plan, orchestration, to get people to be submissive through the secret technology and information that they're keeping from you under the blanket of the so-called National Security Act that's threatening the security of our nation. You're being programmed since the second you're born in front of a television set, movies and everything else to get totally different. So all you're doing is being programmed to stay in the physical dimension. I mean, the final conflict that these guys have to set up in motion, when we get through reducing the world's population, then they're going to have this organized group. I mean, the New World Order is a socialist dictatorship, just so you know. And what happens is that they're going to supposedly get the army to fight the common enemy from space, and that's the ETs. Mm-hmm. Yes. And that's what the final conflict's going to be all about. I mean, you go right down by some of the movies that way. Wake up, guys. You're in a huge play. You know, it's like William Shakespeare said, the whole world's the stage and we're just the players on this thing, which is actually correct. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing... Les deux caméras de la banque, mais c'est celle-là la plus prometteuse. La caméra de sécurité de la boutique de lingerie. Mais en pause. Rotation de 75 degrés à la verticale, je te prie. Mais en pause. Agrandie 10 fois. La livraison au centre. Détaille ça et avance image par image. Parfait. Donc, juste avant qu'il mette en pause. Rotation de 75 degrés à la verticale, je te prie. Mais en pause. Agrandie 10 fois. Rotation de 75 degrés à la verticale, je te prie. Mais en pause. Agrandie la livraison au centre. Pareil ça et avance image par image. Parfait. Détaille ça et avance image par image. Avance image par image. Parfait. Donc, le set de Dean a changé de forme. L'ombre est différente, regardez. Image par image. Parfait. Donc, juste avant qu'il passe devant, le set de Dean a changé de forme. L'ombre est différente, regardez. Vous voyez? Une ombre aberrante. Zavitz a changé la configuration du bas du paquet. C'est une cassette? Utile d'être affirmatif, ces choses-là sont... L'ordinateur peut changer de côté?
Il est capable d'induire, Chris. Oui. Programme-nous une rotation de 75 degrés à la verticale, je te prie. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Alors, on a la caméra dirigeable, on a la caméra de la voiture de police. Alors, on a la caméra. Dr. Paul Craig Roberts, former editor of the Wall Street Journal, the father of Reaganomics, the head of policy Department of Treasury under Reagan, best-selling author, syndicated columnist, about a week and a half ago, wrote this article, Goodbye, Truth Has Fallen and Taken Liberty With It. And he said he'll do a few more interviews. In fact, he wants to come on tax day to talk about the slavery on the 15th, but then he's disengaging and fading off into the sunset. And we're honored to have him here with us today. Doc, good to have you here with us. Thanks, Alex. They wouldn't even let me report that there were 1,000 architects and engineers who had sent a petition to Congress demanding an investigation. And since people believe that they were attacked by Muslims and that we have to have police state powers to protect us from more attacks, I saw the latest poll that said 59% of the American people, that's 3/5 of the population, are ready to go to war with Iran if they don't stop their peaceful nuclear energy program. And I got to thinking, well, how can people come to this conclusion? They've been lied to about weapons of mass destruction, Al-Qaeda, everything. In fact, you know, if you just look, anybody that looks at the World Trade Center towers for 15 seconds, you realize these are not buildings falling down. There's no sign of a building falling down. They're blowing up. And anybody that looks at it for 15 seconds should be able to see the difference between a building that's falling down and one that's blowing up. And so Americans can't even use their own eyes. Do you see what I'm saying? And then we have this fantasy figure, Sheikh Mohammed. Now, you know, they said that bin Laden was responsible, but now it's this Sheikh Mohammed, the guy they waterboarded 183 times until he finally confessed to being the mastermind of 9/11. Now, if you look at this, it makes no sense because look at this guy's feats. Sheikh Mohammed outwitted all 16 U.S. intelligence agencies, along with those of all U.S. allies, including Israel's Mossad. So no intelligence service on Earth, nor all of them combined, was a match for Sheikh Mohammed. He outwitted the National Security Council, Dick Cheney, the Pentagon, State Department, NORAD, U.S. Air Force, Air Traffic Control. He caused airport security to fail 4 times in one morning. He caused the state-of-the-art air defenses of the Pentagon to fail. He had people who couldn't fly planes pulling off fantastic flight feats. He was able to do all of these things. Now, he's more of a superhero than V in that movie, V for Vendetta. Nobody can do things like that. Nobody could pull off an operation like that. That's just fantasy beyond fantasy, and yet people have fallen for this. So you realize that you really just can't help people that can't think, that can't see their own eyes. Now, what also happens when you try to raise these questions with people, even intelligent people, they say, oh, our government would never kill its own citizens. Oh, yeah? What about Waco? The Branch Davidians. There were 100 men, women, and children that the government murdered. No one was ever held accountable. The people fall for anything. The most absurd explanations and fantasies they accept as if they were actually real, and yet they're completely deaf
to experts, to facts. 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order. I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him, and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event, and out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later, 9/11 happened. And I remember he was telling me how how you're going to see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places. And there's going to be this war on terror, which is no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, you know, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people and to subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. Nous poursuivons à présent notre série de reportages 10 ans après le 11 septembre. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse tour numéro 7 qui s'est écroulée après les Twin Towers. Les familles des victimes se posent encore des questions sur cet effondrement. Nora Boubetra et Laurent Beaufils les ont rencontrés. Les familles des victimes se posent encore des questions sur cet effondrement. Nora Boubetra et Laurent Beaufils les ont rencontrés. Bob McIlvaine est un père en colère. Sur les lieux des attentats, le voilà fustigeant son pays qui, dit-il, n'a pas répondu à ses questions sur les circonstances du décès de son fils. D'après lui, il est mort dans le lobby de la tour numéro 1 avant qu'elle ne s'effondre, mais son corps porte des impacts d'explosion. Quand vous vous rendez au travail, votre visage explose, votre poitrine et vos bras sont désintégrés. Je pense que ça mérite une enquête.
Le travail de la commission est même remis en cause par certains de ses membres qui dénoncent des entraves à l'enquête. L'un d'eux a d'ailleurs démissionné. John Farmer était conseiller juridique de cette commission. Dans son livre, il explique que le gouvernement a caché la vérité. La CIA a détruit des cassettes des interrogatoires des cerveaux du 11 septembre. Des cassettes dont on ne connaissait pas l'existence à l'époque. Et puis il y a aussi la conseillère en sécurité nationale de Bill Clinton. Elle a volé des documents aux archives nationales. Bob McIlvaine et son ami, l'ingénieur en génie civil, ont des doutes aussi, car la commission n'a pas évoqué l'effondrement de cet immeuble. Une troisième tour, le bâtiment 7, s'est écroulé le 11 septembre sans avoir été heurté par un avion. Elle s'est brusquement affaissée en moins de 7 secondes. Les deux hommes réfutent la thèse officielle selon laquelle la chute est due à un incendie. C'est impossible à cause des structures en métal qui soutiennent le bâtiment. Avec un incendie, dès qu'un étage s'effondre et qu'il en heurte un autre, sa chute est ralentie par la structure. Il perd en rapidité. Et là, c'est pas le cas. L'immeuble est tombé d'un coup. La seule chose qui puisse éliminer rapidement la structure, c'est l'utilisation d'un engin explosif. Bob McIlvaine n'est pas le seul à remettre en question l'histoire officielle. Pilotes, architectes, officiers supérieurs, politiciens, à coup de publicité, ils sont toujours plus nombreux à réclamer une enquête indépendante. Une enquête indépendante ne risque pas de voir le jour, en tout cas pas sous Barack Obama, le président américain qui a accordé une immunité à ses prédécesseurs, veille à sanctionner tout questionnement sur le 11 septembre. And you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intent. 11 septembre en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision... Remis en cause par certains de ses membres qui dénoncent des entraves à l'enquête. L'un d'eux a d'ailleurs démissionné. John Farmer était conseiller juridique dans cette commission. Dans son livre, il explique que le gouvernement a caché la vérité. La CIA a détruit des cassettes des interrogatoires des cerveaux du 11 septembre. Des cassettes dont on ne connaissait pas l'existence à l'époque. Et puis il y a aussi la conseillère en sécurité nationale de Bill Clinton. Elle a volé des documents aux archives nationales. Bob McIlvaine et son ami, l'ingénieur en génie civil, ont des doutes aussi, car la commission n'a pas évoqué l'effondrement de cet immeuble. Une troisième tour, le bâtiment 7, s'est écroulé le 11 septembre sans avoir été heurté par un avion. Elle s'est brusquement affaissée en moins de 7 secondes. Les deux hommes réfutent la thèse officielle selon laquelle la chute est due à un incendie. C'est impossible à cause des structures en métal qui soutiennent le bâtiment. Avec un incendie, dès qu'un étage s'effondre et qu'il en heurte un autre, sa chute est ralentie par la structure. Il perd en rapidité. Et là, c'est pas le cas. L'immeuble est tombé d'un coup. La seule chose qui puisse éliminer rapidement la structure, c'est l'utilisation d'un engin explosif. Bob McIlvaine n'est pas le seul à remettre en question l'histoire officielle. Pilotes, architectes, officiers supérieurs, politiciens, à coup de publicité, ils sont toujours plus nombreux à réclamer une enquête indépendante. Une enquête indépendante ne risque pas de voir le jour, en tout cas pas sous Barack Obama, le président américain qui a accordé une immunité à ses prédécesseurs, veille à sanctionner tout questionnement sur le 11 septembre. And you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intent. 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le Nouvel Ordre Mondial. 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le Nouvel Ordre Mondial. A new world order.
agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intent. La technologie n'est pas le seul front de la guerre entre pouvoir et sans pouvoir, mais le front principal. C'est-à-dire que l'accélération technologique accroît toujours plus vite les forces du pouvoir face au sans-pouvoir, et que cette inégalité croissante dans le rapport des forces se reporte aussitôt sur tous les autres fronts. Nous parlons de la guerre ouverte ou larvée, comme de l'état ordinaire des rapports entre pouvoir et sans-pouvoir. La guerre, par force ou par ruse, est le bâton, le gouvernail au moyen duquel le pouvoir pilote et dirige le troupeau des sans-pouvoir. La guerre, dit l'un des plus fameux stratèges, est donc un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Pour ne rien dire et se taire et cacher dans le la magazine de cette semaine, minutes. vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Eh ben, moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre. Mais... Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Vous n'avez pas fait votre devoir à ce moment. Si on fait le pourcentage de pédophiles, ça il faudrait demander aux médecins psychiatres. Non, c'est. Ils ne peuvent pas répondre à leur place. Non, mais ne bottez pas en touche. Si vous aviez des fiches sur un ministre qui avait effectivement des relations avec des mineurs, vous n'avez pas fait votre boulot de police avec un grand P, comme vous le disiez il y a une minute. Pourquoi vous me dites ça? Je dis, si dans vous aviez la preuve d'avoir qu'il y avait au sein de la République un ministre qui avait des relations avec un mineur, ça tombe sous le coup de la loi, et ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot de policier en le dénonçant. Madame, monsieur, bonsoir. Que vaut la parole d'un enfant face au système judiciaire français? Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance
ressemble à un cauchemar. Ce qu'ils ont vécu ensuite ressemble cette fois à un déni de souffrance. Pourquoi la justice ne les a-t-elle pas entendus, en tout cas pas comme ils l'auraient souhaité? Comment la police a-t-elle mené son enquête? Je suis d'accord pour que l'on passe à la télévision mon témoignage et celui de mon frère, mais un visage caché afin que je ne sois pas gênée par rapport à mes copines et copains. Je trouve que le viol des enfants doit être reconnu. Je veux que les gens sachent que ça existe. Marie, c'est ainsi que nous l'avons nommée, a écrit cette lettre de sa propre volonté. Marie et son frère, que nous appellerons Pierre, affirment que leur père et d'autres adultes les auraient violés et terrorisés au cours de cérémonies étranges. Leur histoire, Pierre et Marie l'ont déjà racontée une vingtaine de fois aux policiers et aux juges. C'est donc un récit maintes fois répété, construit et riche en détails que les enfants nous ont livré. Pour recueillir le témoignage du petit Pierre et de sa sœur, nous les avons rencontrés une quinzaine de fois en un an. Des deux enfants, c'est surtout l'aînée, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris, dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient. Ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. Puis ils nous attachaient aussi sur des tables et puis ils nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. Et est-ce qu'ils vous faisaient réellement du mal? Est-ce qu'ils vous donnaient des coups? Oui. Oui, ils voulaient nous frapper. Qu'est-ce que tu nous as décidé? C'était horrible. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Le 15 mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée. Le nouveau président propose à Emmanuel Macron de devenir son secrétaire général adjoint en charge du pôle économie et finances. Emmanuel Macron, il a été mon conseiller, même avant que je ne devienne président de la République. Puis ensuite, quand j'ai été élu par les Français. Ils m'ont violée. Ils t'ont violée? C'est quoi violer, Pierre? J'ai touché le zizi, je l'avais fermé. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber, mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. J'ai simplement des témoignages. J'ai des témoignages, un des membres du cabinet et au plus haut niveau, et puis des autorités de l'État au plus haut niveau.
Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Pour vous, Yves Bertrand, où on revient sur cette affaire, c'est Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit, dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand, réalité, fantasme, vérité, auquel cas il faut le dire au grand jour aujourd'hui. On revient sur cette affaire, c'est Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit, dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand, réalité, fantasme, vérité, auquel cas il faut le dire au grand jour aujourd'hui si la République a en son sein un ministre pédophile. Attendez, je vais quand même vous répondre là sur ça, c'est un sujet presque d'ordre sociétal. Je n'ai jamais attaqué l'homosexualité. Par contre, je trouve qu'un pédophile, un vrai pédophile, c'est-à-dire quelqu'un qui a des relations sexuelles avec des mineurs, et plus le mineur est jeune, et plus c'est grave, à mon avis. Il est du devoir de tout citoyen, ou de tout, en tout cas responsable de l'ordre, de dénoncer les faits. Voilà. Alors, et il y en avait un ou pas, Yves Bertrand? Parce que ça veut dire que vous n'avez